Louis. Natacha Polony, bonjour. Vous avez Bonjour. créé Polony TV pour pouvoir dire des choses qu'on ne peut pas dire dans les médias traditionnels. Ma première question, pourquoi ne peut-on pas parler de tout dans les médias traditionnels? Il y a une censure, une autocensure, une absence de liberté d'expression. Expliquez-moi, car cela semble contredire la charte des devoirs des journalistes de rapporter une information complète, libre, indépendante et pluraliste. Vous savez, c'est ce qu'on pourrait appeler en sociologie, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un procès sans sujet. C'est-à-dire que c'est un processus qui se déploie malgré l'action de chaque individu qui cherche à agir le mieux possible et à faire son travail le mieux possible. Les journalistes en tant qu'individus ne sont pas en cause. Le problème vient de l'organisation générale des médias. D'abord, le fait qu'ils soient aujourd'hui, pour la plupart, la propriété de grands groupes industriels et de groupes qui concentrent une grande partie de ces médias, ce qui limite le pluralisme et la possibilité de mener des enquêtes. Deuxième point essentiel, je pense qu'il y a une sociologie des journalistes qui fait qu'ils sont aujourd'hui sous la pression de leurs pairs et que la quête d'approbation qui peut, chez certains journalistes, orienter leur vision du monde, eh bien, se ressent. Je pense qu'il y a en France une tradition qui est celle du journalisme d'opinion. Un journalisme qui assume de lire les événements avec un certain prisme, c'est-à-dire avec des valeurs qui sont celles de chaque journal. Tout cela fonctionne tant que règne le pluralisme. Le problème, c'est quand justement la mécanique économique réduit le pluralisme et quand ce journalisme d'opinion disparaît au profit d'un journalisme de fausse objectivité, c'est-à-dire quand on prétend faire du journalisme à l'anglo-saxonne en ne faisant que rapporter des faits, alors qu'en fait il y a évidemment à l'œuvre derrière cela une subjectivité, une vision du monde. Donc je pense que c'est tout ça qui aujourd'hui est en train de miner la confiance que les Français peuvent avoir dans leurs médias et il me semble que apporter différentes offres alternatives, c'est pas jeter l'opprobre sur les médias traditionnels, c'est pas dire qu'ils font mal leur travail, c'est dire que d'autres conditions de production de l'information et de la pensée peuvent permettre de faire émerger des débats qui sont essentiels aujourd'hui. Orwell TV, sitôt né, a été rebaptisé Polony TV, grâce à la délation d'un journaliste de Libération et du Monde. Comment l'avez-vous pris? Vous avez été furieuse, frustrée, vous l'attendiez? Ça ne vous a pas affecté? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont fait ça, d'après vous? Alors, d'abord, ça m'a affectée parce que je pense que la bêtise et la malveillance m'affectent toujours et tant que ça continuera à m'affecter, je resterai saine d'esprit. Je pense que si la création de notre télé n'avait pas posé problème à certains, alors sans doute ça aurait voulu dire que nous ne servions à rien. Donc c'est plutôt rassurant de se dire que nous posons problème. Ça veut dire que nous apportons une offre différente face à des gens qui justement ont beaucoup de mal avec la notion de pluralisme, ou plutôt qui considèrent que toute pensée est bonne quand elle correspond à leurs options idéologiques. Donc bon, c'est assez classique chez certains de nos confrères qui sont persuadés que le rôle d'un journaliste, c'est de dire le bien et le mal, hein, et d'être garant du camp du bien. Bon, c'est pas ma conception du journalisme. Alors, évidemment, tout ça a été fait de la façon, j'allais dire, la plus détournée qui soit, aller informer les ayants droit de George Orwell au prétexte qu'on défendrait George Orwell contre une appropriation absolument scandaleuse, c'est une façon de ne pas assumer qu'on cherche tout simplement à faire taire un média qui va apporter une vision différente. Parce que George Orwell est une figure suffisamment immense et suffisamment mondialement reconnue pour qu'on puisse dire qu'elle appartient à tout le monde. Et pour ma part, en plus, je me reconnais dans la pensée de George Orwell, pas seulement celle qui s'exprime dans 1984 ou dans La ferme des animaux, c'est-à-dire pas seulement la pensée antitotalitaire dans ce que la plupart des gens en connaissent, qui est une vulgate. Non, il se trouve que j'ai lu le reste de l'œuvre de George Orwell, c'est-à-dire sa défense d'un authentique socialisme patriote,
abiotique, qui rejette la domination et l'exploitation, mais qui aussi est très attentif à ce qu'il appelle la décence commune des gens ordinaires, c'est-à-dire la volonté chez le peuple, chez des gens qu'on n'écoute jamais justement dans la plupart des médias, de préserver leurs valeurs, leurs traditions. Et George Orwell s'est interrogé souvent sur la façon, sur la question de savoir pourquoi le socialisme n'avait pas réussi à prendre chez les petites gens. Et c'est sans doute, disait-il, parce qu'il y a cette volonté de faire table rase du passé et de couper ces gens de leur tradition et de leur mode de vie. Donc cette réconciliation-là, et même la pensée, j'allais dire, qui est quasiment dans la ligne, dans la droite ligne de ce qui deviendra ensuite la décroissance, moi, m'intéresse profondément. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avions voulu faire référence à George Orwell collectivement, même si nous ne sommes pas tous dans le comité, dans ce qui était le comité Orwell, et ensuite dans Orwell TV, devenu donc Polony TV, nous ne sommes pas tous sur la même ligne, mais nous avons des références communes, et en particulier cette idée de lutter contre un journalisme qui se fait inquisitorial et qui décide qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit. Alors, Polony TV se présente comme un média d'opinion. Vous semblez être plus structuré pour commenter l'actualité que pour la rapporter. Avez-vous été tenté d'exposer la couleur, la tendance politique de votre chaîne afin de jouer la transparence totale sous l'angle sur lequel vous commentez l'actualité ? Alors, première chose, je suis désormais éditorialiste, mais j'ai été pendant 10 ans journaliste, reporter, spécialisé sur les questions d'éducation, et donc des reportages, des enquêtes, j'en ai fait énormément. Donc je sais ce que c'est que rapporter les faits, et rien que les faits. Ma conception du journalisme d'opinion, c'est l'idée que l'on se fonde sur les faits, et que l'on doit ensuite interpréter ces faits, donner une grille de lecture, c'est-à-dire donner à comprendre à des gens qui peut-être ont besoin qu'on leur décrypte ce qui est sous-jacent. C'est-à-dire que je pense que les faits seuls n'existent pas. Il y a d'abord toujours une subjectivité qui interprète les faits, et donc il faut que le journaliste ait conscience de sa propre subjectivité, sinon il en est prisonnier. Et ensuite, les faits seuls, sans une façon de les lire, sans une explication qui les replace dans un contexte, qui donne une grille historique qui permet de comprendre ce qui est en jeu, ne me semble pas suffisant. Donc le rôle des journalistes, c'est aussi d'apporter une forme de plus-value, et c'est ça que nous essayons de faire donc à Polony TV, puisque nous pensons que le manque de recul aujourd'hui interdit de comprendre les débats qui se jouent. C'est particulièrement criant dans cette campagne présidentielle où on voit qu'il a fallu énormément de temps pour que, par exemple, la question européenne soit posée. Il a fallu l'émergence de petits candidats qui, tout à coup, sont venus mettre les pieds dans le plat. Or, c'est la question sous-jacente en permanence dans le débat. Si les journalistes, eux, ne posent pas ces questions-là, ne remettent pas les enjeux en avant, alors on passe à côté de la campagne. La question du poids de la finance internationale et la question de savoir comment on peut sortir de ça, comment on peut porter une véritable réforme bancaire, comment on peut mettre en place de la part des États un véritable pilotage de l'économie pour réindustrialiser. Tout ça, ce sont les questions cruciales aujourd'hui. Elles ne sont jamais posées par les journalistes, parfois parce que leur idéologie les porte à accepter le libre-échange tel qu'il est aujourd'hui présenté comme un dogme, et puis parfois aussi parce que, tout simplement, ils n'ont pas le recul suffisant parce que l'économie des médias les met la tête dans le guidon et les oblige à traiter petite phrase après petite phrase, événement après événement, sans jamais se poser la question des causes profondes. Donc nous, c'est ce que nous voulons faire. Alors, il ne s'agit pas de donner une couleur politique. Nous n'en avons pas, vous savez, à Polony TV, nous ne sommes pas forcément très nombreux, mais nous avons déjà des options politiques très différentes. La seule chose qui nous réunit, c'est l'idée que la souveraineté est le point essentiel aujourd'hui. Souveraineté de la nation, souveraineté du peuple et souveraineté des individus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable démocratie sans un peuple qui décide de son destin, et pour qu'il puisse le faire, il faut que la nation ne dépende pas des autres
comment dire, il faut que la nation ne dépende pas d'autres pays, d'autres forces, d'autres puissances qui lui imposent ses choix. Et les individus, pour pouvoir décider de leur destin, doivent être souverains eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils doivent être capables d'exercer leur libre arbitre, de choisir réellement. Je comprends. Je souhaite savoir pour nos lecteurs si vous traiterez des sujets de société importants qui sont ou totalement tabous ou en tout cas peu traités dans les grands médias. Donc je vous propose une liste de 12 questions et vous me direz s'ils seront tabous, censurés ou s'ils seront traités sur Polynie TV et peut-être me direz-vous quelques mots à leur sujet. Premièrement, l'antisémitisme musulman. Georges Bensoussan vient d'être relaxé par le tribunal pour avoir dit que les musulmans reçoivent l'antisémitisme dans le lait de leur mère. Tabou sur Polynie TV ou pas? Bien sûr que non, pas tabou. Surtout pas parce que moi-même, lorsque j'étais journaliste sur les questions d'éducation, j'ai été une des premières à enquêter sur l'antisémitisme qui montait dans les collèges et lycées en France. Je pense que c'est un enjeu absolument crucial qui a été mis sous le boisseau parce qu'il était impensable de nommer réellement ceux qui étaient considérés comme des victimes absolues et dont on ne voulait pas voir qu'ils étaient pour certains en train de se transformer en bourreaux. Je pense que la question du terrorisme en France n'a émergé malheureusement qu'avec les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, mais il y a eu Mohamed Merah avant. Et je pense que s'il y avait eu 4 millions de Français dans la rue après les assassinats, le massacre de Mohamed Merah, eh bien, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Et je suis très inquiète d'être obligée de me demander si réellement il y aurait eu aussi 4 millions de personnes dans la rue s'il n'y avait pas eu Charlie Hebdo, mais s'il n'y avait eu que l'hypercacher. Vous avez raison. C'est un sujet crucial parce qu'il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les musulmans en général, c'est pas ça la question. Il s'agit de comprendre ce qui est en train de se jouer dans certaines familles où on a des jeunes gens, des enfants qui sont français, qui sont donc porteurs, qui devraient être porteurs des valeurs de l'humanisme français et dont on voit qu'ils perpétuent tout simplement des tropismes ou parfois des préjugés culturels parce que l'école française a échoué à les sortir de cela. Or, c'est le rôle de l'école républicaine de sortir les enfants de l'obscurantisme et des traditions quand elles sont contraires à l'humanisme et aux valeurs que doit porter la République française. Je pense que tout ça doit être posé aujourd'hui et plutôt que d'accepter l'espèce de chantage judiciaire qui consiste à porter plainte contre les uns et les autres, contre Georges Bensoussan, contre Pascal Bruckner pour des propos qu'ils auraient tenus, on ferait mieux de s'interroger sur les faits. Et encore une fois, ce n'est pas accuser l'ensemble des musulmans que de dire ça, c'est affronter un problème qui se pose à nous tous. Mais quand on peut, dans certaines rues de Paris, au cours de manifestations, entendre des mots comme « mort aux juifs », je pense qu'il est temps de se réveiller et de se dire que là, c'est l'idéal républicain français qui est en danger. Après l'attentat de Londres de Westminster, Cathy Hopkins, qui est une journaliste au Daily Mail, a déclaré que les Londoniens ne peuvent pas être honnêtes au sujet de ces attaques, car cela voudrait dire que tout ce en quoi ils ont cru est faux. Longtemps, on a dit que l'immigration est une chance pour la France. Le débat était interdit. On a même interdit de poser la question sous peine d'être qualifié de fachosphère, raciste, identitaire et j'en passe. Sujet tabou ou pas ? Non, là non plus, pas sujet tabou, parce qu'il ne s'agit pas de dire que l'immigration est une chance ou que l'immigration est un danger. Nous sommes face à un fait. Il y a une immigration de masse depuis des années. L'immigration ne doit pas être pensée en dehors de son pendant nécessaire qui est l'intégration. Donc il s'agit de se demander quelles sont les conditions d'intégration
en France de populations qui viennent d'ailleurs et dont les enfants seront français. Donc je pense qu'à force de ne pas vouloir penser ça, nous aboutissons à une situation qui est aujourd'hui inextricable et qui est terriblement dangereuse. C'est la communauté nationale dans son ensemble qui est en train de se fracturer. Donc je pense qu'il est grand temps de réfléchir d'abord au fait qu'un pays a le droit d'exercer sa souveraineté et de décider qui peut rentrer ou non sur son territoire. Je pense qu'aujourd'hui, la France a une tradition d'asile politique qui doit être maintenue et qui nécessite en effet d'ouvrir les bras à ceux qui fuient des dictatures, qui fuient des guerres, qui fuient des horreurs, mais ça ne peut être possible que si nous réfléchissons aussi à ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas être accueillis dans notre pays parce que nous n'avons pas les moyens de les accueillir décemment. On voit aujourd'hui avec l'affaire du campement de Grande-Sainte, qui n'est que la suite d'ailleurs des horreurs du campement de Sangatte, puis ensuite de Calais, la jungle de Calais. Bon, tout cela n'a pas été géré, n'a jamais été pensé. Donc il faut, là encore, se demander ce que les Français, en tant que peuple, en tant que nation, peuvent réellement faire pour être dignes de leur histoire, de leur tradition, mais aussi pour les préserver. C'est-à-dire que, encore une fois, tout cela ne peut se penser que si l'on part du principe que tous les étrangers peuvent être accueillis en France quand ils ont les moyens d'y vivre correctement, quand nous avons les moyens de les accueillir et quand nous avons les moyens de faire de leurs enfants des Français, c'est-à-dire culturellement français et français de cœur et d'âme. Aujourd'hui, nous avons au contraire des jeunes qui sont français et qui peuvent prendre une Kalachnikov et tirer sur d'autres Français. Donc c'est la conséquence d'une dérive absolue et d'une absence de capacité à affronter le réel et à poser les questions qui fâchent. Vous êtes souverainiste, donc vous pensez qu'on aurait dû demander aux Français s'ils étaient d'accord pour cette immigration et on aurait dû leur reposer la question plusieurs fois au fur et à mesure des années? Je pense que ces questions-là sont censées être posées pendant les élections. Le problème, c'est justement quand elles ne le sont pas ou quand l'ensemble des partis politiques qui occupent les places principales aux élections évitent de poser ces problèmes parce que ce serait, soi-disant, faire le jeu du Front National. Ce chantage au jeu du Front National a empêché de poser les questions. Depuis 20 ans, quand on parle de certains sujets, que ce soit l'immigration, ou que ce soit d'autres sujets, la sécurité ou des choses comme ça, on est immédiatement accusé d'être crypto-fasciste. Au contraire, je crois, moi, qu'il est nécessaire de ne pas laisser le monopole de l'alternative au système au Front National. Mais c'est vrai aussi pour les questions économiques qui, à mon avis, sont également cruciales, parce que l'immigration, c'est aussi une question économique. Qui défend l'immigration et la libre circulation des peuples, sinon le grand patronat, le MEDEF? Il suffit de voir les déclarations d'une Laurence Parisot sur ces questions-là pour comprendre qu'il y a un enjeu qui est économique et que certains ont intérêt à faire baisser le coût du travail en accueillant des travailleurs sous-payés, des travailleurs qui sont dans des conditions telles qu'ils ne peuvent pas refuser d'être traités comme des semi-esclaves. Donc cette question-là doit être pensée en termes économiques et culturels. Et je pense pour ma part que si la souveraineté du peuple était respectée, eh bien il faudrait qu'on puisse aborder ces sujets-là et les aborder non pas pour réveiller des haines, mais au contraire pour éviter qu'elles ne se réveillent. Parce qu'aujourd'hui, elles sont en train de se réveiller à force de ne pas avoir traité les sujets. Les militants No Borders, les militants pour des frontières ouvertes se trouvent plutôt essentiellement à gauche, à l'extrême gauche, chez les anarchistes. C'est, il me semble, surtout la gauche qui milite pour l'immigration illimitée, pour une immigration sans contrôle et pour légaliser les sans-papiers. Pas seulement, c'est l'alliance des libéraux et des libertaires. Regardez en Allemagne aussi, c'est le patronat allemand qui a milité pour qu'Angela Merkel ouvre grand les portes. C'est la vieille alliance entre ceux qui estiment
qu'il ne faut pas de limitation de la circulation des hommes, et ceux qui estiment qu'il ne faut pas de limitation de la circulation des capitaux. Et quand vous associez les deux, eh bien vous aboutissez à un appauvrissement généralisé, et c'est ça qui est en train de se passer actuellement en Europe. Regardez la polémique sur les travailleurs détachés, par exemple. La question des travailleurs détachés, c'est une question économique. Nous sommes en train de ruiner des pans entiers de l'économie française en tuant des PME avec une concurrence déloyale. Ça fait le jeu de qui ? De ceux qui peuvent s'enrichir grâce à cela, de ceux qui peuvent ouvrir des boîtes en France avec une simple boîte aux lettres et qui en fait font du trafic quasiment d'êtres humains. Or, quand on a à droite, dans la droite libérale, des gens qui expliquent que tout ça est formidable et que ça ne pose aucun problème. Le seul problème, ce serait évidemment quand cette directive est contournée et quand il y a des travailleurs détachés illégaux. Et quand on a à gauche des gens qui expliquent que critiquer cette directive est une preuve de racisme, ils sont alliés objectifs. Et d'ailleurs, à gauche, il y a plusieurs courants. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui depuis peu de temps a redécouvert la nation, la patrie, qui se réclame du peuple, eh bien, il est aujourd'hui profondément critiqué par une part de la gauche, que ce soit les anarchistes ou que ce soit une part du Parti socialiste. Parce que justement, la gauche, disons, républicaine, est accusée de nationalisme alors qu'elle pratique simplement l'idée que la République et la patrie sont la protection des plus faibles. Ça veut dire qu'il y a une polarisation manichéenne de la politique française autour de certaines étiquettes et comme une absence de maturité pour envisager des nuances ou des modifications de point de vue en fonction de l'évolution de la société ? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, les étiquettes droite et gauche ne correspondent plus au véritable clivage idéologique. On est bien d'accord. Au sens où on a des gens à droite et à gauche qui sont pour la même politique, qui est une politique libérale et progressiste sur le plan des mœurs, c'est-à-dire qui allie la régulation par le marché avec la régulation par les droits individuels. Et on a différents pôles politiques qui critiquent cela. Alors vous en avez dans toutes les formes de droite, dans toutes les formes de gauche. Ça va de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen, à Asselineau, à Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Pierre Chevènement. Donc vous voyez que le prisme est extrêmement large. Mais simplement, je crois qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui les clivages politiques si on ne les repositionne pas sur un double axe. La question d'abord de l'acceptation ou non du modèle néolibéral, libre-échangiste, tel qu'il est imposé à l'ensemble du monde depuis 40 ans. Et donc la question est de savoir si on choisit de combattre cette vision néolibérale du monde, cette globalisation qui uniformise l'ensemble des pays pour permettre au marché de s'étendre. Ça, c'est le premier point. Et évidemment, la question européenne est inclue là-dedans, puisque l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite, est le bras armé de cette idéologie libre-échangiste. Et de l'autre côté, il y a aussi une réflexion à mener sur la question du progrès. C'est-à-dire, est-ce qu'on définit le progrès comme on le fait en Occident depuis plusieurs siècles, c'est-à-dire par l'avancée indéfinie de la technologie et la dépendance de plus en plus grande de l'être humain à cette technologie. Je crois que là aussi, il y a des questions à se poser, il faut redéfinir cela. Donc si vous prenez ces deux axes-là, vous avez disons, une manière de dessiner les clivages politiques beaucoup plus intéressante. Et ça repositionne les différentes options politiques. Justement, le programme économique du Front National, lorsqu'on l'étudie à fond, est autant à gauche que celui de Jean-Luc Mélenchon. Les deux se ressemblent énormément dans une espèce de folie dépensière alors que la France est surendettée. À mon point de vue, mais je ne partage pas forcément votre point de vue économique, à mon point de vue, ils mèneront la France à la faillite. Sujet tabou chez Polony TV ? Cette similitude économique entre les deux extrêmes ? Vous savez, à Polony TV, nous avons voulu justement regarder les 11 programmes des 11 candidats. Nous les avons étudiés et en particulier d'un point de vue économique, puisqu'on a plusieurs journalistes économiques et qu'en fait, ce sont ces questions-là qui nous passionnent et qui nous semblent les moins bien traitées dans la presse actuellement.
Donc, nous avons regardé, et en effet, il y a des proximités entre tous les programmes souverainistes. Ça va de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan. On a tout simplement la tentative de reprendre en main ce qui a été petit à petit confisqué par l'Union européenne et par des grands intérêts financiers, des grands groupes multinationaux. Alors, il y a différentes manières de le faire. Les programmes sont plus ou moins cohérents, mais on retrouve toujours cette idée de base qui est celle du souverainisme. Alors, le problème, c'est de savoir comment on articule cette idée de souveraineté nationale et de capacité pour l'État, qui est l'émanation du peuple, de reprendre en main la question cruciale, qui est la question monétaire et financière. Comment on va pouvoir jouer sur ces leviers-là pour protéger le tissu économique et social français. C'est la question cruciale aujourd'hui. Comment on recrée des filières industrielles qui ont été détruites par une concurrence déloyale? Comment on recrée des filières agricoles? Tout ça doit se poser en ces termes, mais sauf que ça ne peut être pensé que si c'est dans le cadre à la fois d'un patriotisme qui soit intelligent, qui ne soit pas simplement le fait de se couper du reste du monde, surtout pas, mais de décider quels sont les secteurs cruciaux que l'on choisit de défendre et que l'on choisit de remettre en place. Ça nécessite évidemment de revoir entièrement les normes pour qu'elles aillent dans le sens de cette protection de ces filières industrielles et agricoles, et ça nécessite aussi de réfléchir à la façon dont on va ensuite, à l'intérieur de cet espace protégé, assurer une forme de liberté. Parce qu'en fait, ce qui me frappe toujours quand je lis les études d'opinion sur ce que veulent les Français en économie, ils ne veulent pas de la mondialisation échevelée, ils ne veulent pas de cette guerre de tous contre tous, mais en revanche, ils sont pour plus de liberté à l'intérieur, c'est-à-dire la possibilité pour un entrepreneur d'agir, de développer ce qu'il veut, de développer sa créativité, son envie de construire. Et cela, ça doit être évidemment une articulation essentielle, c'est-à-dire on ne peut avoir la liberté à l'intérieur que si on est protégé à l'extérieur, protégé de ceux qui n'ont pas les mêmes obligations, qui n'ont pas les mêmes normes, qui peuvent embaucher des salariés sous-payés, non protégés, dans des conditions qui détruisent l'environnement. Vous voyez, c'est un équilibre, c'est une forme de, on va dire, de liberté à l'intérieur de la protection, de la régulation. Et je pense que l'enjeu est là. Donc, si on regarde tous les programmes souverainistes, il faut ensuite regarder ceux qui sont les plus cohérents. Et en effet, une fois qu'on recrée des filières industrielles, des filières agricoles, on peut penser l'impôt non plus comme une charge qui étouffe les entreprises, mais comme ce qui va permettre de recréer des services publics. Or, aujourd'hui, malheureusement, l'argent des contribuables n'est pas utilisé pour du service public, pour produire de l'aménagement du territoire, des écoles. Il sert à combler un gouffre financier creusé par une dette qui vient aussi du fait que les États n'ont plus le droit d'emprunter auprès de leur propre banque, mais doivent se financer auprès de banques privées. Une dette qui est aussi le fait d'une économie mal gérée. Bien sûr qu'il faut faire des économies de dépenses et qu'il faut utiliser intelligemment l'argent. Mais encore une fois, faire des économies de dépenses dans une économie ouverte à tous les vents, où on est en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles, eh bien ça aboutit à une purge libérale qui est extrêmement dangereuse et qui risque de détruire encore un petit peu plus le tissu économique et social. Aux États-Unis, le président Trump est d'une certaine manière le rêve de tout électeur, en ce sens que c'est un président qui respecte ses promesses électorales, une chose à laquelle on n'est pas très habitué. L'économie est revigorée, les rapports mensuels sur l'emploi en janvier et en février sont au-delà de ceux qui ont été annoncés, ils sont même supérieurs à ceux que Obama a obtenus en 8 ans. Pourtant, Donald Trump est constamment critiqué, si ce n'est pas pire, dans les médias français. Comment sera-t-il traité chez Polony TV ? À Polony TV, nous nous intéressons beaucoup à la question
disons, de la révolution que provoque Donald Trump. Alors révolution qui est extrêmement fragile et éphémère parce qu'il est combattu par l'establishment américain, et on voit aujourd'hui, par exemple, sur les questions internationales, qu'il est très difficile d'appréhender le réel rapport de force entre l'administration Trump et cet establishment qui essaye de le faire revenir sur son isolationnisme. Donc, simplement sur les questions économiques, et c'est vrai que nous avons par exemple publié il y a quelque temps, très tôt, dès les débuts de Polony TV, un édito de Jean-Michel Quatrepoint sur la révolution fiscale que prépare Donald Trump. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que de savoir s'il est raciste, sexiste, si c'est un fou, voilà, comme l'ont fait tous les médias américains. Cette révolution fiscale, elle consiste en quoi? Pas du tout en un protectionnisme idiot qui consisterait à augmenter uniquement les droits de douane de façon unilatérale. Non, non, c'est une révolution dans la fiscalité des entreprises, c'est-à-dire qu'on ne compte plus de la même manière les recettes et les bénéfices des entreprises. Et donc, on exonère de taxes tout ce qui est réinvesti sur le sol américain, on ne taxe que ce qui ressort. Ça va être une façon de relocaliser l'économie américaine, et si en face, les Européens ne prennent pas conscience de cela, et s'ils ne prennent pas des mesures du même genre, alors tous les capitaux vont fuir aux États-Unis. Donc il y a quelque chose là qui devrait nous sortir de l'idéologie bête et qui devrait nous obliger à regarder objectivement ce que fait Donald Trump et ce que nous devons faire en face. Malheureusement, ça ne prend pas le chemin. C'est-à-dire que quand on diabolise quelqu'un, c'est une façon non dite de ne pas examiner ce qu'il fait. Vous avez dit par exemple qu'on l'accuse d'isolationnisme. Il n'a jamais été isolationniste en réalité. Il a été accusé d'être isolationniste, et ses actions et la façon dont il se comporte avec les pays étrangers, et surtout son intervention en Syrie, qui n'était pas prévue, montrent qu'il n'est pas isolationniste. Bien sûr. Et simplement, le fait de discuter avec Vladimir Poutine au lieu de le repousser dans le camp du mal n'est pas de l'isolationnisme. Exactement. C'est une façon de penser les rapports de force et la géopolitique. Il y a au contraire tout un clan aux États-Unis qui considère qu'il faut absolument un ennemi et que l'ennemi idéal est la Russie. La façon dont Donald Trump a mené sa campagne en repositionnant les choses et en faisant de la Chine le véritable adversaire économique des États-Unis me semble beaucoup plus intéressant. Je suis d'accord avec vous. Qu'on l'aime ou pas, l'acharnement de la justice contre François Fillon, juste avant les élections, et contre Marine Le Pen, ressemble à une sorte de disparition de la séparation des pouvoirs entre la justice et l'exécutif. Ce que la gauche pense qu'elle n'obtiendra pas aux urnes, elle tente de l'accomplir aux tribunaux. En revanche, les affaires autour de Emmanuel Macron ne font l'objet d'aucune enquête. Comment Polony TV aborde cette bizarrerie française? Alors, vous trouverez sur Polony TV plusieurs vidéos qui traitent de ces questions-là. Par exemple, de la question du pouvoir des juges et de l'équilibre des pouvoirs. Il ne s'agit absolument pas d'exonérer François Fillon de ses affaires. Hein. Sur le fond, évidemment. Je pense que ça pose énormément de problèmes, mais pour ma part, je répète inlassablement que la question de sa boîte de conseils me pose beaucoup plus de problèmes, alors même que c'est légal, plutôt que ses affaires de costume ou d'emploi de sa femme. Je pense que le problème des conflits d'intérêts, de la façon dont il a travaillé pour AXA quand il était député, mais à travers sa boîte de conseils, là pose une question sur les rapports entre la finance et la politique. Simplement, ça n'est jamais traité. Mais en effet, on préfère une partie des médias à embrayer sur cette affaire. Il fallait la traiter, mais là, c'est un déferlement. Donc nous avons essayé d'analyser les choses de façon posée, en voyant ce qui posait problème en termes de défense de la République et des intérêts communs par rapport à l'appropriation par des groupes privés. Ça, c'est le premier point. Donc, nous avons parlé des affaires de conflits d'intérêts des politiques.
Nous avons parlé de la question du rôle des médias et des juges dans une démocratie et comment on articule les pouvoirs les uns avec les autres. Et je pense qu'il va falloir repenser absolument l'équilibre des pouvoirs, dans la mesure où aujourd'hui, ce sont les juges, les médias et la haute administration qui mènent le jeu au-delà bien avant les politiques qui sont pourtant les élus du peuple. Donc je pense il va falloir réfléchir à l'éventualité, par exemple, de mettre en place un spoil system à la française pour empêcher qu'une haute administration regarde de haut des ministres qu'elle voit passer et dont elle n'appliquera jamais les directives. Donc voilà, nous avons posé toutes ces questions-là et il nous semble qu'en effet, ça fait partie des débats qu'il faudrait avoir dans cette campagne plutôt que de suivre uniquement l'agenda, le feuilleton des dernières révélations, qui sont en fait d'ailleurs tout simplement des PV d'audition que certains journalistes dits d'investigation reçoivent dans leur boîte aux lettres. C'est pas l'idée que je me fais du journalisme d'investigation. Je comprends. En France, il est scandaleux d'être royaliste, alors que la France est entourée de royaumes qui sont, la dernière fois que j'ai vérifié, tout sauf des dictatures infréquentables. L'Espagne, la Belgique, la Suède, la Grande-Bretagne, le Danemark. Est-ce que Polony TV parle de ces sujets-là? Alors, Polony TV va sans doute traiter cette question-là, parce qu'en effet, c'est une question assez intéressante, la question de savoir comment on incarne la continuité de la France. La Ve République, de ce point de vue-là, est une république qui se veut dans la continuité de l'idéal monarchique, c'est-à-dire d'un président qui figure dans sa personne ce qu'est le consensus entre les différents citoyens. Alors, simplement, pour ma part, je suis plutôt républicaine parce que j'ai tendance à penser que le principe monarchique ne met jamais à l'abri d'avoir un héritier qui ne soit pas à la hauteur. Cela dit, les évolutions de la République nous prouvent que le suffrage universel ne règle rien, mais c'est une question, en effet, que de savoir comment on organise les institutions d'un pays pour faire en sorte de préserver à la fois la possibilité du changement et en même temps la continuité. Donc je pense que la réflexion institutionnelle, alors nous avons commencé à la mener justement à travers le prisme de ce que pourrait être un changement de République, mais nous pouvons aussi nous poser la question de l'incarnation, parce que c'est une question cruciale. Je passe du coq à l'âne. Le peuple palestinien a été inventé dans les années 60 avec l'aide de la Russie. Jérusalem est devenu le troisième lieu saint de l'islam en 1967, après la guerre des 6 jours. Jérusalem n'est pas citée une seule fois dans le Coran. Avant 1967, les Palestiniens n'ont jamais demandé à créer un État palestinien, même en 1948, lorsque les Arabes ont occupé Jérusalem et la Cisjordanie. Pourtant, ces faits historiquement difficiles à contester font l'objet d'une censure des médias. Et chez Polony TV? Alors chez Polony TV, là aussi, nous allons nous pencher sur cette question-là. Simplement, Jérusalem est cité dans le Coran puisque le sens de la prière, ce qu'on appelle la Qibla, est précisé par Mahomet dans le Coran. Et au départ, il explique qu'il faut se tourner vers Jérusalem. Et dans la deuxième sourate, si je ne me trompe, il explique qu'il va changer le sens de la Qibla pour qu'on se tourne vers la Mecque. Donc c'est cité. Puis ne serait-ce que parce que l'islam est une religion du livre qui se réfère aux précédentes religions du livre. Mais le problème est surtout de comprendre que nous sommes face à une situation aujourd'hui où nous avons un État israélien qui a besoin de pouvoir vivre en sécurité et qui est un État de fait. Alors, je pense qu'il faut... Droit. Oui, de droit, et de droit parce que de fait, parce qu'on ne va pas effacer ce qu'est Israël. C'est un État qui existe et il faut exiger sa reconnaissance par l'ensemble des interlocuteurs. Simplement, je pense qu'il faut aussi poser la question librement des colonies, qui pose aujourd'hui un énorme problème à la possibilité même de faire la paix. Il faut analyser les évolutions du territoire et il faut le faire, là aussi, sans idéologie et sans instrumentalisation. Il faut pouvoir aujourd'hui défendre Israël tout en critiquant la politique que mène Israël parfois. Il faut défendre la liberté
des Palestiniens et leur possibilité de vivre sans être confrontés à des murs, tout en étant capables de dire que les ambiguïtés des dirigeants palestiniens pose problème aujourd'hui et interdit un processus de paix. Donc il faut aujourd'hui essayer de traiter ces questions-là objectivement et surtout en instrumentalisant pas cela pour importer ce conflit en France. Si je peux me permettre deux petites remarques. D'abord, le terme colonie est un terme chargé politiquement, alors qu'au regard du droit international, il s'agit de territoires disputés et qui n'ont pas été attribués. Donc si c'est colonisé aujourd'hui, on peut dire que c'est autant colonisé par les Arabes que par les Juifs, puisque personne n'est propriétaire de ces terres. La France, par exemple, en revanche, a des colonies que l'ONU lui a demandé de libérer et qu'elle a refusé au nom de l'ingérence, au nom du droit d'ingérence. Et ensuite, les murs dont vous parlez. D'abord, une journaliste québécoise récemment est allée sur place et a constaté que 95% de ces murs se sont en fait des grillages et ils ont été construits exclusivement pour protéger les civils israéliens contre les attentats terroristes, lesquels ont diminué de 97% le jour où les murs ont été fermés. Les Palestiniens viennent tous les jours en Israël pour travailler ou pour d'autres raisons. Je crois qu'il y a chaque jour environ 20 000 Palestiniens qui passent de Gaza en Israël et dans l'autre sens. Par contre, les Juifs, eux, ne peuvent pas aller en ce qu'on appelle Cisjordanie parce qu'ils savent que s'ils y allaient, ils risqueraient la mort. C'était juste une petite correction sémantique. Et vous savez, je ne prétends pas connaître suffisamment le sujet dans la mesure où je ne me suis jamais rendue sur place et je préfère me rendre sur place avant d'en juger. Simplement, je pense que les frontières d'Israël telles qu'elles avaient été dessinées ne sont plus aujourd'hui respectées et je pense que bon, il y a oui, en effet, des territoires occupés et que ces territoires occupés sont un frein. Mais encore une fois, je préfère travailler davantage le sujet avant de me prononcer et de débattre avec vous là-dessus. Simplement, il me semble qu'il faut être équilibré dans les deux sens. Je suis 100% d'accord là-dessus. Une question subsidiaire. En créant Polony TV, vous donnez l'exemple qu'un journaliste peut sortir du carcan de l'autocensure et de l'impossibilité de faire son métier librement. Et je suppose que ça doit étouffer plus d'un de nos confrères. N'auriez-vous pas, au-delà de votre mission auprès de vos abonnés, une arrière-pensée pédagogique, une espèce de message subliminal, d'appel à, comment je peux dire, l'insoumission à l'endroit de la profession? Je pense qu'un journaliste devrait toujours être guidé par cette volonté de ne pas se soumettre. Mais simplement, il n'y a rien de pire que la soumission dont on n'a pas conscience. Il faut donc en permanence douter de soi-même, de ses convictions. C'est, je pense, la première règle déontologique du journaliste. Il ne s'agit pas de donner des leçons à nos confrères, il ne s'agit pas de prétendre que nous sommes meilleurs. Il s'agit d'apporter une voix différente, de nourrir le pluralisme qui est nécessaire pour que les médias jouent leur rôle démocratique. Polony TV est Nous l'avons créé parce que pour ma part, j'ai la chance de pouvoir intervenir dans des médias sans aucune censure. Jamais je n'ai été piquée par mes patrons, que ce soit au Figaro, à Europe 1, pour les positions que je prenais. Je n'ai jamais eu la moindre remarque sur le contenu de ce que je disais. Ce n'est pas le cas d'autres journalistes et surtout toute une part des journalistes que je connais ne peuvent pas forcément exercer leur métier comme ils le voudraient dans la totale liberté pour des raisons à la fois, je le disais, économiques, politiques, sociales, et en particulier pour des journalistes économiques qui ne seraient pas dans la norme qui règne dans beaucoup de médias. Et c'est pour ça que Polony TV, c'est pas une télé pour mon petit plaisir personnel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au départ, ça ne s'appelait pas Polony TV, c'est une œuvre collective et qui permet à des journalistes qui sont des journalistes essentiels de pouvoir exercer leur métier comme ils le veulent. C'est, je pense, avant tout
une œuvre collective et qui se fait en leur nom à eux. Natacha Polony, je vais vous dire à chaud mon sentiment. Je pense qu'à la fin de notre interview, nos lecteurs doivent sortir leur carte bleue et s'abonner à Polony TV. Je pense que vous faites un travail très important et remarquable, et je pense que ça manque dans le paysage français d'une façon criante. Je regarde par exemple les médias de la France, les médias nationaux, qui devraient normalement avoir une neutralité absolue puisqu'ils sont financés par tous les citoyens français. Et je vois qu'ils sont, à mes yeux, de gauche, voire même d'extrême gauche, ce qui me semble étonnant. Donc votre existence me paraît de salut national. Écoutez, je vous en remercie beaucoup et j'espère en tout cas que l'ensemble de nos médias, le vôtre, le nôtre, vont permettre de faire circuler la pensée, de faire réfléchir. Alors c'est vrai que on vous accuse assez souvent d'être positionné idéologiquement. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander, y a-t-il une position idéologique? C'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Vous vouliez savoir si Polony TV serait marquée et, disons, défendrait un camp. Est-ce que c'est le cas pour vous? Je ne sais pas, il y a une élection. Pour qui allez-vous voter? C'est la question. Alors d'abord, deux choses. Dreuze, dont je ne suis pas le propriétaire, mais dont j'ai été le propriétaire pendant longtemps. Dreuze est un média engagé. Engagé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas honnête. Dreuze est un média chrétien, pro-israélien, conservateur, c'est-à-dire pro-américain, tel que Trump est en train de le modifier. Donc c'est un média engagé, mais qui affiche en toute transparence sa position politique. Par contre, concernant l'élection française, nous n'appelons à voter pour personne. Nous essayons, avec la plus grande honnêteté possible, de commenter les déclarations et les programmes des candidats. Et comme nous le faisons en dehors des étiquettes habituelles, un certain nombre de journalistes nous classent parmi la fachosphère parce que c'est plus facile pour eux, même si la fachosphère défend des idées économiques 100% opposées à celles que nous défendons. Je pense d'ailleurs que dans nos discussions, tout le monde aura vu que nos idées économiques sont différentes. Sur certaines questions géopolitiques, nous pouvons être différents, ce qui prouve qu'en effet, il y a toutes les possibilités dans le paysage idéologique. Simplement, c'est le débat qui fait naître la démocratie. C'est le fait de pouvoir discuter de cela ouvertement, sans tabou et sans arrière-pensée et sans soupçonner l'autre d'être forcément au service de forces du mal. C'est pourquoi je regrette qu'en France, la liberté d'expression et le débat public soient tellement encadrés par une limitation de la liberté d'expression par les tribunaux. Je ne crois pas que ça bénéficie à la démocratie. Chez nous, aux États-Unis, il n'y a pas de limite. À part d'inciter directement à tuer quelqu'un, on peut parler de tout. On peut même être antisémite. On en affronte les conséquences sociales, mais sans risquer d'être poursuivi par les tribunaux. Je crois, comme vous, que cela contribue à une meilleure éducation personnelle, à une meilleure éducation publique, à une meilleure qualité du débat politique. Oui, je pense qu'on combat une idée par d'autres idées appuyées sur des arguments et que c'est la plus grande force. Les interdits, les tabous et les accusations par tribunaux interposés n'empêcheront jamais les idées, même les pires, de progresser. En revanche, le débat et, si possible, l'objectivité, ou en tout cas, puisque l'objectivité n'existe jamais, l'honnêteté intellectuelle et un peu d'intelligence et de culture, ça peut faire beaucoup. Formidable. Il y a combien d'émissions Polony TV dans une journée? Nous mettons en ligne au moins 2 vidéos par jour, que ce soit des éditos, des réponses aux questions des internautes, des entretiens avec des personnalités qu'on n'entend pas souvent ou qui sont souvent caricaturées dans les médias, que ce soit aussi des décryptages, comme par exemple ce que nous avons fait sur tous les programmes des candidats à la présidentielle. Voilà, c'est un contenu assez varié et qui permet, je pense, de traiter, oui, tous les sujets économiques, géopolitiques, sociétaux, d'une autre façon. Merci beaucoup, Natacha.
Et Merci. bonne chance, bravo pour votre entreprise et à très bientôt. Merci et à bientôt. Au revoir.